Bonjour à tous. Alors, après plusieurs jours de pluie diluvienne, je sors à nouveau dans les bois et je vous emmène sur les hauteurs de Vexincourt, dans les Vosges. Vous voyez l'ambiance brumeuse de la forêt et de la montagne et qui colle parfaitement, cette ambiance je parle, qui colle parfaitement avec un des lieux que je vais vous emmener aujourd'hui. Cette brume qui nimbe la forêt d'une atmosphère mystérieuse, mystique presque. C'est donc dans ce décor que je vais vous emmener. Certains, quand j'ai cité Vexincourt, certains auront peut-être reconnu, mais un lieu, un lac, donc avec cet indice tout le monde aura reconnu, un lac que j'aime beaucoup, qui est magnifique et qui est chargé aussi d'histoire et de légendes, et on va voir ça un petit peu plus loin. Premier point d'étape sur cette randonnée aujourd'hui, la fontaine Colin-Lorrain, qui se trouve donc à une altitude de 710 mètres. La petite fontaine, hop, juste ici. Voilà, et qui porte ce nom, car on est sur une position, comme c'est rappelé sur le panneau du club vosgien, sur la position du maquis en 44. Voilà pour le petit point historique. Puis donc cette jolie petite fontaine. Bien sûr, bon, c'est pas indiqué si l'eau est potable, mais ces endroits-ci, vous pouvez y aller sans problème. À la fontaine, on peut donc plonger directement pour rejoindre le lac de la Mée, ou alors à votre gauche, si vous venez de Vexincourt bien sûr, à 200 mètres, vous avez l'indication de roche à cupule. Donc on va aller voir ça. Les roches à cupule dont je vous ai déjà parlé X fois. Alors ici vous allez en trouver notamment un exemplaire assez impressionnant. Très joli en plus avec son arbre qui pousse au milieu. Et donc on voit sur ce rocher une multitude de bassins. A priori, il s'agirait de cupules à usage médical, donc pour faire des bains, pour soigner évidemment. Et donc c'est un lieu qui aurait servi à l'époque celtique, voire même à des époques plus anciennes, comme un peu comme un hôpital pour les soins des personnes. Et il n'y a pas que celle qui se trouve sous le panneau d'intéressante, vous voyez, il y en a plein autour, dont celle-ci, où on voit nettement la marque d'une sorte de dossier. Voilà, alors je ne vous révèle pas toutes les choses à voir ici. À vous de déambuler, de découvrir par vous-même tout ce qui fait la beauté de cet endroit. Et je vous le conseille aussi par temps brumeux, soyez pas déçus par la brume, ça vous apportera un décor encore plus sublime. Allez, on continue. Non, je vous assure, je suis pas en train de marcher dans un ruisseau, je suis bien au milieu du chemin. C'est incroyable quand on pense la même époque l'an dernier où tout était sec, la forêt souffrait d'un déficit en eau terrible. Et là, c'est la profusion
avec ce qui est tombé les derniers jours, tout est humide, l'atmosphère aussi, mais c'est ce qui donne son charme à cette forêt et aux lieux qu'on peut traverser. Juste avant de plonger sur le lac, voici que j'arrive à la chapelle du lac de Lamay, la chapelle de la mer. Alors, que dire de cet endroit? Eh bien, on est sur un lieu très très ancien, puisque au tout début des âges chrétiens, a été découvert une statue de divinité païenne sur les bords du lac, et celle-ci a été convertie en vierge. Et sur donc ce lieu, juste au-dessus du lac de Lamay, s'est installé un ermitage. Donc l'ermitage Notre-Dame de la Mer, qui a été fondé en 1070 par Régnier, moine de Senones, et consacré par Pibon, évêque de Toul. Une première chapelle fut construite en 1508, dont il reste encore la crypte qu'on voit ici. Alors on va faire le tour et on va descendre dans cette crypte. Alors soyez prudents parce que les escaliers existent, mais irréguliers et assez glissants. Voilà, donc dans la crypte de la chapelle originale du XVIe. Et qui remonte certainement même avant, puisqu'on voit la construction de la voûte, une voûte qui, je pense, a été amputée, puisque les pierres du fond ne sont pas tout à fait le même appareillage que le plafond, et qui devait être une voûte en ce qu'on appelle en cul de four, voilà, qui ressemble un peu à l'intérieur d'un four à pain. Et puis vous pouvez constater plein de petits, ce qu'on appelle des ex-voto, des petites statuettes qui sont là mises en souvenir par des personnes qui passent. Et beaucoup de petits anges. Alors pourquoi ces petits anges? Eh bien je vais vous en parler tout de suite. Je sors de la crypte parce que c'est assez humide et on se prend des gouttes sur la tête et sur l'appareil photo en même temps. Voici maintenant l'entrée de la chapelle. Vous voyez, toujours avec beaucoup de petits ex-voto, de remerciements, voilà, d'objets que les gens apportent. Alors, le pourquoi de tous ces petits objets? Eh bien, depuis très très longtemps, il est prêté des vertus miraculeuses à cette Vierge de la mer, du lac de Lamay, puisque on lui prête le pouvoir de ressusciter les enfants morts-nés. Alors, vous savez que dans les temps encore pas si anciens que ça, mourir sans être baptisé, c'était la garantie de passer son éternité dans les limbes de l'enfer. Et quand les enfants naissaient, la première chose qui était faite, c'était le baptême le plus rapidement possible, puisque la mortalité infantile était assez élevée. Et il était assez courant que des enfants soient morts-nés ou meurent peu de temps après la naissance, et bien sûr sans être baptisés. Et il était de coutume dans cette région d'apporter l'enfant mort-né
le soir, ici, auprès de la chapelle. Il était déposé dans une boîte en bois. Et la nuit, on prêtait le pouvoir à la Vierge de venir ressusciter quelques instants l'enfant pour que les anges puissent procéder au baptême et qu'ils ne finissent pas ainsi l'éternité en enfer. Donc c'est un culte qui a été très vivace pendant de nombreux siècles ici, à tel point que les autorités ecclésiastiques en ont pris ombrage jusqu'à ordonner, alors c'était en 1758 par Don Fongé, qui a ordonné la destruction de la chapelle, donc du XVIe, pour mettre un terme à ces cultes, à ces croyances qui relevaient selon lui plutôt du paganisme. Par la suite, le pèlerinage qui existait ici à la chapelle reprit, et cette chapelle là que vous voyez actuellement derrière moi, eh bien elle a été reconstruite en 1865. Voilà. Ici, juste à côté de la chapelle, reste un sarcophage d'époque mérovingienne. Alors, à qui il a appartenu, ça, c'est relativement vague. C'est peut-être le sarcophage d'un ermite, quoique un ermite n'avait peut-être pas la richesse pour se payer un sarcophage comme ça. Mais enfin bon. Et puis juste avant, vous avez également, voilà, un petit peu au-dessus de la chapelle, une grosse roche qui s'appelle le banc de la Vierge. Et qui s'appelle ainsi parce que la Vierge serait allongée sur cette roche et aurait laissé l'empreinte de ses doigts. Alors à vous de chercher ces empreintes parmi les graffitis plus ou moins modernes qui ont été déposés. Voilà. Voici donc la légende du banc de la Vierge, que je vous laisse lire. Vous vous mettez en pause et puis vous pouvez lire l'histoire. Alors il y a plusieurs légendes qui hantent ce lac de la Mai. Je ne vais pas toutes vous les raconter. J'en garde quelques-unes pour d'autres sorties dans le secteur, d'autres choses que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui. Néanmoins, je vais vous conter la plus célèbre, la principale, celle du diable violonneux. Au temps jadis, il y avait à la Mai, là où se trouve aujourd'hui le lac, une vaste clairière d'herbes douces qui s'ornait en son centre d'un arbre magnifique. Ses racines anciennes enlaçaient les profondeurs de la terre et ses branches majestueuses s'élevaient pour étreindre l'infini du ciel. À la lisière de la forêt, un peu en hauteur, une petite chapelle abritait une jolie statue de la Vierge. On lui apportait des bouquets de fleurs au printemps et on lui demandait bénédiction de la pluie lorsque l'été se faisait trop sec. Chaque année, le dimanche de la Trinité, un pèlerinage commémorait la fondation de cet ermitage. On y venait de toutes les vallées voisines, gens du comté de Salm, du banc de la Roche et des environs du Donou. Tous se rassemblaient avant même les premières lueurs de l'aurore et formaient une grande procession. Au son des cantiques, les pèlerins marchaient jusqu'à la Mai, où l'ermite les attendait pour célébrer la messe. Sitôt celle-ci terminée, les prières faisaient place à la fête et l'on dansait dans la clairière. On se retrouvait pour déjeuner à l'ombre des sapins, avec ses amis, discuter, rire, se raconter les derniers événements des villages. Bien souvent, les jeunes gens profitaient de cette occasion pour se découvrir, se plaire et préparer de futurs mariages. Vers le soir, au moment des vêpres, une nouvelle cérémonie religieuse concluait la journée et chacun rentrait chez lui, tandis que s'étendaient doucement les ombres du crépuscule et que le silence revenait dans les bois. Cette année-là, après la marche de la procession,
la messe avait semblé fort longue aux pèlerins rassemblés. C'est avec un certain soulagement qu'ils avaient quitté les abords de la chapelle pour se rassembler dans la clairière. On avait sorti quelques bouteilles de bon vin choisies spécialement pour cette occasion. Les amoureux profitaient de l'inattention de leurs parents pour se retrouver. Les joueurs de fifre et de violon ont accordé leurs instruments et un peu à l'écart, l'ermite les observait avec un sourire indulgent. Alors qu'on commençait à danser, on entendit une mélodie d'une beauté fascinante se mêler à celle des musiciens des villages. C'était la chanson vive et entraînante d'un violon dont quelqu'un jouait avec une virtuosité incroyable. Elle ne ressemblait à rien de ce que les gens de Salm ou du banc de la Roche avaient entendu jusque-là. Et bientôt, même les autres instruments se turent pour l'écouter. Le violoniste s'arrêta et adressa un sourire charmeur à son public. Malgré ses vêtements très simples, presque pauvres, il avait l'élégance naturelle et la noblesse d'un roi. Une flamme indomptable dansait dans ses yeux, plein de secrets et d'ironie. Et ses traits fins étaient ceux d'un prince entouré de mystère, un seigneur parmi les vagabonds et les troubadours. Le visage d'un ange, mais d'un ange endurci par les siècles de combats, dangereux et attirant. Personne ne le connaissait, mais nul ne songea à s'étonner de sa présence. Il s'inclina pour saluer ceux qui le regardaient, avec grâce et courtoisie, mais aussi quelque chose d'indéfinissablement moqueur, et fermant les yeux, reprit le cours de sa musique. Elle s'éleva, irrésistible, en un tourbillon qui emporta les pèlerins dans une danse enivrante à travers la clairière. Entourant le grand arbre de leur farandole, ils tournoyaient ainsi pendant des heures, oubliant la fatigue, fascinés par la musique de l'étranger. À l'heure des vêpres, les cloches de la chapelle sonnèrent pour les appeler à la prière. Un instant, les pèlerins firent mine de s'arrêter pour répondre à cet appel. Mais le violoniste là se lança dans une mélodie plus belle encore et ils s'y abandonnèrent, le laissant les entraîner dans une danse de plus en plus rapide. L'ermite, étonné de leur absence, sonnait la cloche une nouvelle fois, mais les danseurs ne l'entendaient même plus. Ils riaient ivres de musique et de vertige. Aucun ne remarqua le sol qui s'enfonçait lentement sous leurs pas, ni l'arbre qui tremblait comme une tour qui lutte contre la tempête. Aucun ne vit le sourire du violoniste se faire cruel. La cloche sonnait, le violon jouait et les pèlerins continuaient à danser. Enfin, la cloche se tut. Le violoniste ne jouait plus. Le temps d'un battement de cœur, tout fut suspendu dans le silence. Il y eut un grand bruit, les branches tendues vers le ciel, ultime supplication, l'arbre séculaire se fendit comme un frappé par la foudre. La clairière s'effondra, emportant les danseurs avec elle dans les profondeurs, les précipitant dans la gueule avide d'un abîme de ténèbres. Des eaux souterraines jaillirent, recouvrant la plaie béante de ce gouffre et formant ce qui est aujourd'hui le lac de Lamé. Le musicien avait disparu. Il avait brisé son violon contre un rocher, ses fragments s'enflammant en un tourbillon d'étincelles au parfum de soufre. Des profondeurs du lac montaient encore les appels et les plaintes étouffées des pèlerins, prisonniers à jamais d'une danse démente. Alors s'éleva un rire moqueur et triomphal, un son grinçant et malsain, et l'ermite qui priait dans la chapelle pour le salut des danseurs maudits, tremblant, sut que c'était le rire de l'étrange violoniste, le rire du diable. Voici donc cette fameuse légende du violonneux du lac de Lamé. Après cette visite du lac de Lamé, je poursuis mon chemin direction Prayé en suivant les balises cercle jaune et depuis le départ de Vexincourt, c'est un chemin très agréable. Alors certes il y a du dénivelé mais de façon progressive et assez douce. Et puis, donc c'est constamment
comme vous le voyez, du petit sentier forestier, très agréable. Vous êtes vraiment au calme. On est seulement accompagné du chant des oiseaux et du bruit des ruisseaux, surtout aujourd'hui. C'est super agréable. Je pense que je vais changer le nom de la chaîne. Ça va s'appeler Casimir Rando Nature maintenant. Allez, on continue. Voilà, il est midi, il pleut et pour faire ma petite pause, j'ai trouvé un abri un petit peu atypique, incongru par rapport à ce que j'ai d'habitude. Je vous montre. Donc l'étendoir à poncho. Et puis, voilà, donc comme vous le constatez, j'ai trouvé une utilité un peu plus pacifique, un mirador de chasseur, avec la petite planchette pour faire siège, tout ce qui va bien, suffisamment de place pour être abrité de cette pluie, et de manger au sec. Col d'Asson à 624 mètres. Donc, plusieurs chemins. Moi, je vais aller voir la roche des Hauts-Champs, qui se trouve par ce petit chemin-là, juste à la gauche du panneau. C'est à 300 mètres. Alors, il y a un abri sous roche, ce qui par ce temps-là peut être un petit peu pratique. Arrivée rapide et juste à temps avant l'averse, aux roches des Hauts-Champs, qui ont l'avantage à certains endroits d'avoir des surplombs, comme ici, qui permettent un abri, voilà. Bon, ça suinte un petit peu, mais ça protège quand même pas mal des intempéries. Alors c'est des roches comme celles que je vous ai déjà montrées dans d'autres vidéos qui sont absolument superbes. Mais là, je vais avoir du mal à vous faire des vues plus détaillées avec tout ce qui tombe. Voilà une petite vue après cette bonne averse. Une petite vue sur ces roches des Hauts-Champs. Qui sont spectaculaires. Voilà, comme dit le proverbe, après la pluie, le beau temps. Le soleil arrive, je ne sais pas s'il va tenir. On verra bien. En attendant, on en profite. Et je fais sécher le costume de Casimir.
Voilà, c'est à ces instants-là que la nature est magnifique ici. Quand elle est dans son contexte, là elle a reçu son dû en eau. Elle est verte, elle est resplendissante, c'est magnifique. Et puis c'est ce rayon de soleil juste après la pluie qui fait briller les gouttes d'eau dans les arbres, les sapins. Je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais c'est des moments éphémères mais qui sont magnifiques. Voici des vestes de loup, des champignons. Donc là, ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont fraîchement éclos. Alors, ils sont comestibles quand ils sont, voilà, comme ça, tout jeunes, qui viennent de sortir. Sinon, quand ils vieillissent, ils deviennent impropres à la consommation, et quand on marche dessus, ça fait toute une poussière un peu verdâtre. C'est les spores qui sortent. Voilà, le champignon fait un peu comme une baudruche, il éclate et puis libère ses spores ainsi. Donc là, quand ils sont tout frais, ils sont comestibles, mais bon, je suis pas grand spécialiste en champignons, donc je vais pas tenter le diable. En plus, bon, ça doit pas être les meilleurs à manger, mais voilà. Voilà, je termine ma randonnée, bien humide celle-ci. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. C'est sur ces belles images de campagne que je vous quitte. Alors j'ai juste un petit regret, je voulais aussi aller jusqu'aux roches, au dolmen de la Hazelle. Bon, j'ai pas pu le faire à cause du temps. Enfin du temps qui me reste, voilà. Sinon la pluie, bon, ça se gère assez bien. Donc ce sera l'occasion d'une autre sortie, et puis voilà, d'un autre circuit à vous proposer. J'espère que celui-là vous a plu. Comme d'habitude, vous trouverez la trace de ce circuit en descriptif, et puis je vous souhaite de prendre aussi beaucoup de plaisir sur les sentiers de randonnée, et je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, au revoir.